Bonjour à tous et bienvenue dans Imaginarium, l'émission de création d'univers imaginaires. Je trouve que les sujets d'Imaginarium sont un peu trop serious business. Est-ce que ça vous dirait de changer un peu? Ramener bière, humour, elfe péteux et nain vulgaire? Aujourd'hui, c'est la light fantasy. Comme la light fantasy a pour thématique principale l'humour, la drôlerie, que dis-je, la franche poilade et que l'humour vient mieux quand c'est à deux, je vais me faire épauler par mon collègue rôliste d'Arky Productions, Arphéor. Salutations compagnons rôlistes et créateurs d'univers de tout poil. Attaquons tout de suite dans le gras du sujet. La light fantasy, qui n'a que très peu de rapport avec la dark, est un sous-genre de la fantasy classique ayant pour ambition de le simplifier et y intégrer de l'humour, voire de parodier intégralement le genre, souvent destiné à un public jeune, mais pas que. Dans la littérature, du côté des maîtres du genre, Tolkien, Encore lui avant de se lancer dans les récits épiques à la Silmarillion et autres Seigneurs des Anneaux, était un écrivain très célèbre de light fantasy avec son récit le plus connu, Bilbo le Hobbit, mais également le fermier Gilles de Ham, ou tous ses écrits en rapport avec Tom Bombadil. Notons également l'univers du Disque-Monde de Terry Pratchett. Récemment, la popularisation de la fantasy a mené un bon nombre de récits de ce genre, comme Les Chroniques du bout du monde ou Numéro Équipu de Paul Stewart, rien que pour vous donner le ton. Également Blart de Dominique Barker, et dans la bande dessinée Les Légendaires de Patrick Sobral, L'Enfeust et Troll de Troll de Didier Tarquin, ou Troll de Johan Sfar. C'est un genre qui semble très populaire dans notre pays. Il faut croire qu'en France, on aime la franche rigolade et la parodie. Niveau cinéma, les Monty Pythons nous gratifient de Sacré Graal, reprenant le mythe de la table ronde. Notons également Shrek par Andrew Adamson pour les contes de fées, ou Princess Bride de William Goldman. Côté gamer, Fable se montre assez léger et second degré dans son univers, mais également Black and White ou Overlord parodiant la dark fantasy. Mais évidemment, le domaine de la saga MP3 s'offre souvent le luxe de se réapproprier le genre avec des séries cultissimes comme Reflet d'acide ou surtout Le Donjon de Nalbuck. Depuis longtemps, les hommes navets tentent de nous dérober notre secret. Mais ça va bien, oui, on les connaît pas, vos hommes navets, et on en a rien à cirer. Et puis vous êtes fatigants. C'est ce qu'ils disent tous. Peu importe. Alors, la light fantasy a pour particularité d'être extrêmement classique au niveau de sa structure, afin d'accentuer les clichés et pouvoir mieux parodier le genre. Dans le cas d'une œuvre destinée à la jeunesse, l'univers est également simplifié à outrance afin d'assurer une meilleure compréhension. Prenons une carte classique, un peu cliché et relativement simple. Pour le nom, là on commence à faire n'importe quoi. Pas trop de méthodologie, c'est vraiment ce qui vous passe par la tête et vous fait rire. N'hésitez pas à reprendre les noms classiques de la fantasy et les parodier comme la Terre de Fang, parodie de la Terre du Milieu. Prenons... Cortemache. Maintenant, pour le contour de la carte, on avait pensé comme ça. Désormais, il est temps de placer ces fameux environnements. Munissez-vous de forêts, de plaines, de montagnes, de terres désolées, de marécages, de déserts, le plus conventionnel possible, bref, vous avez saisi l'idée. Pour les races, déjà prenons du classique avec le trio homme-elfe-nain, cependant avec leurs clichés poussés à leur paroxysme. Les elfes prétentieux et pédants, les elfes sylvains naïfs et superficiels, les nains ripailleurs, ivrognes et avares, les gobelins stupides et bricoleurs, les orques bêtes et bourrins, et puis toutes les autres races comme trolls, liches, dragons, etc. Quant aux humains, faites-en une grande diversité, mais n'hésitez pas parfois à casser certains clichés pour avoir un univers plus original. Alors commençons à placer chaque race et leur background sur la carte. Basant leur capitale et toute leur civilisation sur la presqu'île de Pas-Malcel, la cité est composée de plusieurs compartiments en fonction des classes sociales, allant jusqu'au grand temple Malcel. Pour y accéder, il faut emprunter un grand pont constamment bouché de commerçants se rendant dans le quartier marchand. On y apprend les insultes les plus tendances des quatre coins de Cortemache. Toute l'économie de Pas-Malcel se base sur le commerce de sucre cultivé, ce qui est logique, dans les champs de canne de l'Empire. La province impériale s'occupe de la culture et de l'acheminement de la denrée à la capitale. Mais le sucre est le seul assaisonnement autorisé en Cortemache, et le sel est quant à lui une denrée formellement interdite, et sa possession est punie de mort. C'est ainsi que s'est créé un réseau criminel basé sur l'échange clandestin de sel dirigé par Don Salto, le parrain de la mafia du sodium. Dirigé d'une main de fer par l'empereur Romain Lunevert, la bannière du grand empire de Pas-Malcel est en grande partie blanche et cet empire règne majoritairement sur une grande partie de Cortemache. Mais pourquoi la ville s'appelle-t-elle comme ça si le sel y est interdit? Tout simplement parce que le sel fut un temps légal, jusqu'à ce que le lobby du sucre décide de forcer le gouvernement à l'interdire malgré la dangerosité plus grande du sucre contre le sel qui était lui plus sain.
Mais comme la culture du sucre était plus productive et plus rentable, le sel fut rendu illégal. La ville de Pasmalsel, qui était l'épicentre du commerce du sodium, est maintenant l'épicentre de celui du sucre. Mais de manière plus officieuse, elle l'est toujours pour le sel grâce à la mafia de Don Salto. Ce tour de force de l'interdiction du sel sous la pression des lobbies déchira le continent entier et donna lieu à la guerre de la Grande Sucrière, l'an zéro de l'ère des hommes ou ère gourmande. Avant ce conflit, ce furent les orques qui gouvernaient de manière bienveillante, avec comme moteur économique l'exploitation du sel. Les hommes, jaloux de leur empire, menèrent alors toute une série d'attaques destructrices contre l'empire et entreprirent de raser nombre de villes orques, pillant et violant la population locale. Suite à cette guerre, les humanoïdes à la peau verdâtre devinrent hostiles vis-à-vis des humains et se réfugièrent au nord après de nombreuses grandes défaites, comme celle de la bataille du Canard à l'Orange. Suite à ce conflit, ils continuèrent tout de même à exploiter le sel. Cette guerre, qui rendit les hommes maîtres de la terre, brisa l'unicité du monde et le rendit bipolaire, car les peuples non humains, opportunistes ou neutres, se rallièrent à la cause humaine rapidement. Les elfes sont un peuple très reculé dans les contrées sud-ouest de Cortemache, dans la région nommée l'Elféide. Oui, pas obligé d'être toujours parodique dans les noms. Le grand bois recouvrant la région abrite différentes cités très fortunées du pays. Les gens y vivent bien, sont libres de toute activité, depuis que les gnomes font le travail pour eux, et ça donne aux arts et à la culture. Les gnomes à leur service ont été sauvés de leur île Gnarom, qui a sombré sous la mer après que l'un d'entre eux ait mis en colère leur dieu qui a englouti l'île. Les elfes ont accepté qu'ils foulent leur territoire à condition d'accepter d'être payés en logement et reconnaissance de son employeur elfe. Mais c'est carrément de l'esclavage! Ah écoute, c'est ce que les elfes ont marqué sur leur contrat, et ils ont accepté, c'est leur problème. Les orientaux, ou sablards, vivent dans le désert de Sin. Ils prient le dieu de l'harmonie et de la vie et vivent en symbiose avec leur élément. Très souriants, leur culte est le plus paisible de Cortemache et sont appréciés par tout le monde, offrant l'hospitalité à quiconque leur en fait la demande. Des grandes pyramides et mausolées se dressent sur leur territoire en l'honneur des enfants de leur dieu. Enfin, ça, c'était avant. Avant que Tachar de Sika, un prêtre bégayant, ne soit choisi comme celui qui annoncera la grande messe de la gentillesse lors des fêtes religieuses. Avec son cheveu sur la langue et son bégaiement, l'assemblée sablarde croyante finit en émeute, certains ayant compris que le dieu avait alors décidé que Cortemache se devait être une contrée sous le sable. Du sable. Partout. Bah c'est le prêtre qui l'a dit. Une guerre civile éclata donc, Tachar fut tué par ses fidèles car il niait avoir dit cela, et les hérétiques de la secte de la gentillesse se firent massacrer et le désert de Sin un des pires lieux de refuge. Les sablards, qui eux avaient l'intelligence de discerner un cheveu sur la langue d'une parole divine, s'exilèrent alors vers le grand bois elfique pour y demander refuge. Les elfes refusèrent catégoriquement que des sablards franchissent leurs terres et les bloquèrent à la lisière de la forêt, de crainte que des sectaires de la gentillesse ne pénètrent leur territoire. C'est ainsi que se fonda la guilde elfidaliste, avec leur slogan « L'Elfeide aux Elfidés », chargé de chasser quel sablard clandestin que ce soit. Pour lutter contre cette secte, le roi des elfes envoyait des balistes et des catapultes détruire des pyramides et les temples sablards pour, selon eux, limiter les endroits de cage des sectaires. Cela ne fit qu'aggraver la situation, et ces attaques ne firent qu'augmenter le nombre de sectaires. Grossiers et ripailleurs, nos joyeux nains sont installés dans quelques villes au nord de notre univers dans les montagnes. Celle-ci se nomme Gela Golfort, oubliez la finesse avec ce peuple, Tator Hector, les mines de la Moriache et Erebouré. Ils vivent principalement du commerce de minerais et de sucre. Ils sont aussi réputés pour leurs grands pâtissiers nains avec leurs spécialités naines telles que le baba à la bière ou le grand gâchetot. Une autre grande particularité de ce peuple, c'est l'usage des sucreries. Elles servent à tout et même à faire des pièges à base de brioche. C'est un peuple irascible et misanthrope. Très peu de gens ont pu goûter leurs légendaires gâteaux à base de bière et pu explorer leur cité. Ils sont aussi peu présents dans les villes mais mènent une guerre acharnée contre les orques convoitant leurs exploitations. Les orques, d'abord le peuple le plus imposant de Cortemache avant la guerre de la Grande Sucrière, ils se réfugièrent dans le nord et exploitant le désert de sel. Très rancuniers vis-à-vis des humains ayant jadis pillé leurs terres, ils se vengèrent maintenant en étant les principaux fournisseurs de sel dans Cortemache. En plus de toutes ces factions, nous avons droit à une tripotée d'administration et d'organisation en tout genre, comme cité précédemment, les membres de la secte de la gentillesse, les elfes racistes du groupe Elfédéliste, la mafia de Don Salto, mais aussi la guilde des grands pâtissiers qui est une grande guilde commerçante très influente. Elle a d'ailleurs son siège social dans la capitale, l'ordre du grand sucrier, une religion basée sur le sucre, avec comme grand chef le grand pâtissier cosmique, ceux qui sont jugés hérétiques par l'ordre du grand sucrier, les saltiers, la secte salée et la secte des larmes, eux aussi vénérant le sel. Comme vous le savez, le sel est une denrée formellement interdite dans Cortemache et sa production et sa consommation sont punies. Cependant, les orques, soucieux de mieux pénétrer le marché clandestin de Pasmalsel, décidèrent de chercher une solution à leur problème, le sel provenant des déserts ayant une texture facilement reconnaissable. Un groupe de botanistes gobelins parvinrent après plusieurs années de recherche à confectionner une toute nouvelle plante portant le nom de canacelle.
Elle fonctionne et se cultive exactement comme la canne à sucre et est indiscernable de son homologue sucré. Le gouvernement de Pasmalcel, ayant appris l'existence d'une telle plante, a donc décidé d'intensifier les attaques contre ces peuples. La situation géopolitique en devient alors très compliquée, du conflit entre les elfes et les orientaux jusqu'à celui des hommes et des orques. Le scénario est un peu prétexte, mais ce qui a compté dans cet épisode, c'est la situation de chaque peuple. C'est un univers tout à fait simple à imaginer dans n'importe quel format. Toutes les œuvres de fantasy légère nous l'ont prouvé, le roman, la BD, la saga MP3, le dessin animé. Mais le jeu de rôle papier à vocation minimaliste semble être très approprié pour une soirée bière avec cet univers. C'est sur ce que nous vous laissons, le Stropole sur les factions qui vous parle le plus est dans la description. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que l'univers créé en duo était satisfaisant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Arky Productions où vous retrouverez les Trésors d'Arphéor, une émission qui parle de jeux de rôle papier, mais aussi des émissions sur les jeux indés, le Crazy Flash. Exprimez-vous dans les commentaires, aimez la vidéo et partagez-la, et par-dessus tout, n'oubliez pas d'imaginer. Salaud!